Voici une carte ethnique de l'Angola, un pays d'Afrique. En plein centre, à côté de la côte atlantique, ici en bleu, se trouve la terre natale du peuple Ovimbundu. Aujourd'hui, les frontières de la nation angolaise correspondent à peu près à l'ancienne colonie portugaise qui existait là-bas. Comme c'est le cas pour de nombreux pays modernes d'Afrique, ces frontières ne correspondent généralement pas vraiment aux zones de contrôle des populations autochtones. Sur le terrain, dans le meilleur des cas, beaucoup de ces différentes ethnies sont regroupées sous une seule nation, ou, dans le pire des cas, un amalgame de territoires et de peuples, coupant parfois les terres autochtones en plusieurs parties. Je veux dire, on a tout le même sur les frontières droites en Afrique, où vous savez, un Européen a juste tracé avec une règle. C'est un très bon exemple de cela. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, c'est la puissance coloniale elle-même, dans ce cas le Portugal, qui a tenté de créer un État colonial correspondant au territoire de ces Ovimbundu. Et ce territoire aurait pu devenir un nouveau pays en Afrique aujourd'hui, après la fin du colonialisme, un État indépendant du Kounen, mais cela ne s'est pas produit. Il a fini par être essentiellement un pays qui n'a jamais existé. Alors que s'est-il passé ? D'accord. Tout d'abord, qu'est-ce que le Kounen aujourd'hui ? C'est une province de l'Angola lui-même. Elle porte le nom de la rivière locale Kunene, qui coule des hauts plateaux de l'Angola jusqu'en Namibie, où on l'appelle Kunene, avec un K d'ailleurs, puis elle se jette dans la mer. C'est autour de cette rivière que les habitants se sont installés, utilisant l'accès à l'eau douce pour l'agriculture et la chasse. La rivière est essentielle parce que Kunene est une région assez sèche et aride, donc les zones juste à côté de la rivière sont les plus hospitalières des environs. Les principaux habitants de la région étaient les Ovimbundu, bien que la rivière traverse également d'autres terres, comme celles appartenant aux tribus Herero, Khoisan et Nyaneka Umbe. Je prononce sûrement mal tous ces noms, mais ici, nous voulons nous concentrer sur les Ovimbundu, car c'est autour d'eux qu'un nouveau pays aurait pu être créé. Non seulement dans ce qui est aujourd'hui la province de Kunene, au sud de l'Angola, mais aussi dans les hautes terres angolaises. C'est là que ces gens vivaient à l'origine, les Ovimbundu. Ce sont un peuple bantouphone, et ils vivaient particulièrement dans les régions autour des villes modernes d'Ouambou, Bié et Benguela. Leur langue, l'Umbundu, est devenue l'une des langues les plus parlées du pays jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'origine, ils ne faisaient pas partie d'un autre pays, et ils n'étaient pas non plus une seule entité politique. Au lieu de cela, ils étaient organisés en une série de petits royaumes indépendants, dont les plus importants comprenaient le Bailundu, le Bié, l'Ouambo, le Kakonda et l'Andoulou. Si ces noms vous semblent trop familiers, c'est que j'en ai déjà cité deux. Deux grandes villes d'Angola actuelles portent ceux de ces anciens royaumes de la région. Les royaumes ont émergé entre environ le XVIe et le XVIIIe siècle. Du moins, c'est à cette époque que nous, Européens, avons commencé à les connaître. Ils ont été établis après les migrations bantoues et la formation de ces États, axés sur le commerce dans les hautes terres. La majorité du commerce se faisait avec les Européens. Il est donc logique que les royaumes soient apparus en même temps que leur arrivée. Nous pouvons voir cette carte de 1760 qui nous montre les royaumes Ovimbundu en couleur, avec les autres royaumes autochtones restants en gris. Je pense que c'est une très bonne occasion de voir à quoi ressemblait une partie de l'Afrique avant la colonisation. Parce que quand on regarde la région, on voit généralement soit l'Angola moderne, qui correspond au domaine colonial portugais, avec ses mêmes frontières, et je ne sais pas. Observer ces frontières autrefois propres aux populations locales est fascinant. Et ça te fait réfléchir à ce à quoi l'Afrique pourrait ressembler aujourd'hui, si elle n'avait pas traversé le processus de colonisation européenne. Les royaumes Ovimbundu étaient l'un des groupes les plus importants sur le plan économique dans l'Angola précoloniale et, pour être honnête, dans une grande partie de l'Afrique australe. Même après l'arrivée des Portugais sur la côte et la conquête en grande partie du royaume de Bengala, le contrôle autochtone de l'intérieur a subsisté pendant un certain temps, du XVIIe au XIXe siècle. Ils contrôlaient les principales routes de caravanes reliant la côte atlantique et les ports tenus par les Portugais, comme Benguela et Luanda, la capitale actuelle de l'Angola, vers l'intérieur de l'Afrique centrale, y compris des régions qui sont aujourd'hui la Zambie et des parties du Congo.
Ils utilisaient de grandes caravanes organisées pour commercer l'ivoire, la cire d'abeille, le caoutchouc, le cuivre et, malheureusement, aussi des esclaves. Et le fait qu'ils contrôlaient ces territoires riches en ressources, le fait qu'ils étaient capables d'exploiter ces ressources et de les extraire, et aussi d'établir des réseaux commerciaux assez complexes. Cela a permis à certains royaumes Ovimbundu de devenir riches, influents et puissants, en particulier Bailundu. Parce qu'ici, il est important de se rappeler que malgré leur similarité ethnique, leur proximité, ils existaient toujours séparément, et non comme un État uni. Cela allait bientôt changer, mais pas de leur propre initiative. Au début, les Portugais contrôlaient seulement des enclaves côtières comme Luanda et Bangola. Ils allaient rarement loin dans les terres, et seulement parfois, pour les expéditions qui voulaient cartographier le territoire. Ils comptaient plutôt sur des alliances commerciales avec les royaumes locaux, y compris ceux des Ovimbundu. Mais tout a changé assez rapidement à la fin du XIXe siècle, pendant la ruée vers l'Afrique, lorsque les puissances européennes ont commencé à revendiquer de vastes territoires à l'intérieur des terres. La règle est alors devenue que pour revendiquer une parcelle de terre, la puissance européenne devait effectivement l'occuper et la gouverner. Il ne s'agissait plus seulement de la découvrir pour les Européens, de la revendiquer, d'y commercer et d'y exercer une influence désormais. Le Portugal avait de très grandes ambitions pour ses colonies en Afrique à l'époque, mais il n'a pas revendiqué toute l'Afrique, comme je le vois dans certains posts ridicules, ceux où l'on montre ce que chaque pays voulait et ce qu'il a obtenu après la conférence de Berlin. Ils ne voulaient pas tout le continent, mais ils voulaient cependant relier leurs colonies côtières en Angola et au Mozambique. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet. C'est toute la crise de la carte rose. Ils ont revendiqué la terre pour relier l'Atlantique à l'océan Indien. Mais les Britanniques étaient un peu énervés parce qu'ils voulaient relier le Caire au Cap. La plus vieille alliance du monde a été testée. L'ultimatum britannique, contraignant les Portugais à abandonner leurs revendications, fut une grande humiliation pour la couronne portugaise. Beaucoup de gens disent donc que cela a largement contribué à l'effondrement de la monarchie. Mais quoi qu'il en soit, à cette époque, le Portugal était toujours obsédé par cette idée de méga-colonie. Et pour cela, ils devaient nécessairement d'abord affirmer leur contrôle sur l'intérieur de l'Angola, y compris les hautes terres Ovimbundu et le bassin du Cunene. Cela a conduit à des expéditions militaires, à davantage de traités avec les chefs locaux et à une imposition progressive de l'autorité coloniale. Au début, le principal royaume Ovimbundu de Bailundu a résisté. Leur roi, Ekwiki II, était considéré comme un diplomate habile, et il a réussi à éviter un conflit militaire avec le Portugal en leur accordant de nombreux privilèges sur les terres. Il a stimulé la production agricole du royaume, et Bailundu est devenu connu comme le principal fournisseur de nourriture de l'Afrique occidentale portugaise. Il l'appelait la cave de l'Angola. C'était un parallèle avec la façon dont l'Égypte nourrissait l'ensemble de l'Empire romain. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai juste lu ça quelque part. Le royaume de Bailundu s'est agrandi pour inclure 300 villages de nombreux territoires et plus de 450 000 personnes. C'est une taille assez significative pour un pays, du moins à l'époque. Et s'il était resté indépendant, je suis sûr qu'il aurait encore beaucoup grandi jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement pour eux, ce genre d'alliance n'a pas duré longtemps. Au début du XXe siècle, la plupart des royaumes Ovimbundu avaient été vaincus militairement ou transformés en districts administratifs coloniaux. En 1902, Bailundu s'est en fait révolté contre la domination portugaise établie, mais leurs forces ont finalement été vaincues. Cette révolte est importante car elle a signalé un problème clé auquel les Portugais étaient confrontés après avoir vaincu les autochtones lors d'un conflit militaire. Mais ensuite, juste après, ils n'avaient pas la main-d'œuvre ni la capacité administrative pour contrôler et intégrer pleinement ces territoires de l'intérieur en Afrique. Ils ne pouvaient pas financer l'administration loin à l'intérieur des terres, et leur autorité dans les régions éloignées était presque inexistante. Et donc, ils ont eu une idée qui aurait pu ouvrir la voie à ce futur pays africain. Et s'ils divisaient leurs colonies, et créaient un protectorat semi-souverain, appelé l'État de Cunene, soit par l'intermédiaire d'un roi fantoche, qui gouvernerait directement les autochtones, soit par une compagnie à charte, comme celles utilisées par les Britanniques et les Néerlandais. L'idée de la compagnie à charte a été pratiquement abandonnée immédiatement. En raison du fonctionnement du colonialisme portugais, différent des autres puissances européennes, cela révélait la fragilité de leur contrôle colonial. L'Empire portugais n'a jamais utilisé de compagnies à charte comme la VOC néerlandaise ou la Compagnie britannique des Indes orientales, car leur expansion était motivée par un contrôle royal direct.
Vous savez, il y avait la conquête militaire, puis un modèle de monopole d'État, plutôt que de permettre au capital privé d'investir. Dès le début, c'était le même problème encore et encore. Petite population, ressources limitées et dépendance à ce patronage royal, tout rendait difficile le développement de sociétés commerciales privées par action. Cela a conduit à une focalisation sur les comptoirs commerciaux gérés par l'État. On les appelait feiturias, et ils ont fini par avoir du mal à rivaliser avec des concurrents mieux capitalisés venant d'autres nations. Et donc, avec l'option de la compagnie commerciale écartée, la seule autre alternative était d'établir un royaume indigène fantoche. L'idée était que le Portugal établirait un royaume client de type protectorat des Ovibundu dans l'intérieur et les terres du sud de l'Angola. Il reconnaîtrait ses chefs locaux, probablement un seul monarque ou gouverneur qui régnerait sur toutes les tribus réunies. Les autochtones garderaient une souveraineté nominale, mais dépendraient des Portugais pour la défense, la diplomatie et devraient leur payer des impôts. Leur commerce serait limité aux Portugais, qui joueraient les intermédiaires avec le monde. D'autres raisons poussaient aussi les Portugais à agir ainsi, non seulement pour faire face aux défis économiques et aux inefficacités administratives, mais aussi pour créer un état tampon de facto entre leurs colonies et celles des Allemands et des Britanniques. Il faut noter que ce n'était pas réellement dans l'intérêt des autochtones, même s'ils auraient pu en tirer un bénéfice. Finalement, ils n'ont pas poursuivi cette idée. Le gouvernement portugais a changé, je veux dire, tout le régime a changé. Ils ont eu une révolution qui a rétabli la République, en partie à cause de cette humiliation de l'ultimatum britannique. La République s'est rapidement transformée en dictature militaire, et l'administration coloniale est devenue plus centralisée. Sous ce nouveau régime, la gouvernance directe a été instaurée par le biais de gouverneurs et de districts coloniaux, et les politiques assimilationnistes visant à portugaisiser l'Afrique ont été privilégiées plutôt que la gouvernance indirecte. Par le biais d'États tampons, où les autochtones avaient une certaine voix, les Portugais ont établi des colonies de peuplement intérieur, appelées culunatus, et des colonies agricoles. Je veux dire, la dictature militaire est devenue fasciste assez rapidement. Donc vous pouvez imaginer que ces types ne voulaient pas non plus que les autochtones soient aux commandes. Au fil des décennies, le gouvernement autoritaire portugais a aussi subi la pression de décoloniser, comme le reste de l'Europe. Et ils ont donc commencé à appeler les colonies africaines des provinces d'outre-mer, qui étaient censées être des parties centrales du Portugal lui-même, repoussant encore plus loin cette idée d'autonomie locale, et donc le projet d'un État semi-autonome de Cunene, ou d'un royaume Ovibundu, a simplement commencé à s'estomper. Cela reste une note de bas de page dans quelques propositions et débats internes. Le territoire est resté une partie de l'Angola portugaise, et une fois que l'Angola est devenue indépendante, il a suivi le mouvement jusqu'à aujourd'hui. L'assimilation portugaise du territoire n'a pas vraiment réussi. Encore une fois, ils ont rencontré le même problème encore et encore. Le Portugal n'avait pas assez de population pour coloniser et annexer avec succès ces vastes terres. Les Ovimbundu ont fini par devenir centraux dans la lutte anticoloniale et la guerre qui ont suivi. L'UNITA, l'une des factions qui ont combattu les Portugais pour l'indépendance, a été formée dans cette région. Les Ovimbundu constituaient la principale base sociale de ce mouvement de guérilla. Le fondateur était Jonas Savimbi, un chef Ovimbundu, et ils opéraient principalement dans les hautes terres centrales. Cela aurait constitué l'état proposé précédemment. Après le départ des Portugais, la guerre coloniale devint une guerre civile. Le territoire Ovimbundu resta le centre de l'UNITA, formant ainsi de facto un État Ovimbundu, dirigé par ses habitants. Au cours de ces périodes, l'UNITA a fini par perdre le conflit interne et le MPLA rival a pris le pouvoir, gouvernant jusqu'à aujourd'hui. Mais les Ovimbundu ne sont pas partis. Ils restent le plus grand groupe ethno-linguistique d'Angola. Et beaucoup d'entre eux soutiennent encore l'UNITA, qui est devenu le principal parti d'opposition du pays. Et ils ont gagné en soutien lors des dernières élections. Alors que le mécontentement envers le MPLA augmente, les hautes terres centrales restent l'une des régions les plus fertiles d'Angola, essentielle pour l'agriculture et le commerce. À ma connaissance, il n'existe aucun mouvement pour l'indépendance des Ovibundu. Donc l'idée d'un État indépendant du Cunene reste, comme je l'ai mentionné plus tôt, simplement une note de bas de page dans l'histoire coloniale portugaise. C'est un pays qui aurait pu exister mais qui n'a jamais vu le jour. Et les gars, vous voyez les noms qui défilent ici sur le côté ? Ce sont mes mécènes. Ils m'aident à faire plus de vidéos chaque semaine en soutenant directement la chaîne. Et ils ont quelques avantages, comme un accès anticipé à certaines vidéos, et des vidéos exclusives. J'en publie une par mois.
Celle de février vient juste de sortir, donc si vous voulez la regarder, vous pouvez me rejoindre là-bas, ou vous pouvez aussi rejoindre ici sur YouTube. Vous avez exactement les mêmes avantages. Et oui, vous m'aideriez, donc si vous le pouvez, je vous en serai reconnaissant.